Myopie, presbytie, quand faut-il opérer? On voit ça tout de suite avec mon invité. Avec moi sur le plateau, le docteur Michael Assouline. Michael Assouline, vous êtes chirurgien ophtalmo. Myopie, presbytie, quand il faut opérer? Avant de répondre à cette question, déjà, on va réexpliquer ce que c'est qu'un myope et ce que c'est qu'un presbyte. Vous avez raison, parce que c'est souvent un petit peu abstrait pour le grand public. Il faut considérer que l'œil se présente un petit peu comme une caméra. Et on va peut-être montrer une vidéo. Voilà. De profil, on voit bien que l'œil comporte un système optique qui est à l'avant avec une première lentille qui s'appelle la cornée, un diaphragme avec au centre la pupille et une deuxième lentille qui s'appelle le cristallin. Ce système optique est capable de focaliser la lumière pour faire la mise au point sur la rétine qui envoie l'information au cerveau. Alors, être myope, ça signifie tout simplement que l'œil est plus long que la normale et que donc la lumière ne va pas arriver jusqu'au bout avec le système optique dont dispose le patient. Alors, vous voyez... C'est-à-dire que l'image, elle va se former avant la rétine. Exactement. Et donc, la conséquence, c'est qu'on est obligé, lorsqu'on est myope, d'avoir des lunettes pour voir de loin, alors même que par rapport aux autres patients, on va voir beaucoup plus facilement de près, sans se fatiguer, et notamment après l'âge de 40 ans, où on devient normalement presbyte. Chacun sait qu'un myope peut enlever ses lunettes pour lire assez confortablement, alors que les autres patients, eux, ont besoin de commencer à mettre des lunettes à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a bien vu le schéma, l'image va se former sur la rétine, ça c'est l'idéal. Avant la rétine, on est myope, mais comme on va mettre des lunettes, on va ramener l'image à l'endroit où elle devait se former, et presbyte, ça se forme derrière, c'est ça? Alors, pas tout à fait. Très bon cours d'optique, mais c'est un peu plus compliqué lorsqu'on aborde les autres défauts visuels. Le pendant de la myopie s'appelle l'hypermétropie. Donc là, dans ce cas-là, l'œil est trop court et la lumière arrive derrière. Elle ne se focalise pas, là encore, au bon endroit. Cependant, lorsqu'on dispose d'un cristallin encore fonctionnel, avant l'âge de 40-45 ans, fait la correction. Voilà, le cristallin est capable d'accommoder au prix d'un effort musculaire et de refaire la mise au point correctement. Le cristallin, c'est cette petite lentille qui va s'aplatir ou se bomber, voilà, et qui justement va modifier l'endroit à laquelle l'image va se former. Exactement. C'est ça. Et quand il devient dur, c'est là où on n'accommode plus, voilà. Et on est presbyte. Presbyte, c'est ça? Tout à fait. Donc, les hypermétropes deviennent presbytes précocement parce qu'ils ont déjà un effort supplémentaire à faire pour accommoder, pour voir de loin, et un effort encore plus important pour voir de près. Mais la majorité des gens deviennent tout simplement presbytes vers 40-45 ans, à l'âge normal. Voilà. C'est l'âge. Alors, bon, on a expliqué ce que c'était qu'un myope, un presbyte, et comment tout ça fonctionnait. Maintenant, on va parler des opérations, parce que quand ça ne fonctionne pas bien, on peut opérer. On peut opérer, et bien évidemment, on a d'autres solutions, les lunettes ou les lentilles de contact. Mais lorsqu'on n'est pas satisfait de ces lunettes ou de ces lentilles de contact, il y a maintenant pratiquement des solutions pour tout le monde en opération au laser ou avec des implants. Dans quel cas on peut opérer, dans quel cas on ne peut pas opérer? Alors, on peut dire aujourd'hui, c'est pas conseillé d'opérer. On peut dire aujourd'hui très raisonnablement qu'on sait opérer tous les défauts visuels, à l'exception peut-être des hypermétropes forts. Donc les gens qui ont vraiment des verres de lunettes très épais au centre. Et ceux-là, on n'a pas réellement de technique satisfaisante qui soit à la fois sûre et efficace pour eux, à part la chirurgie du cristallin, c'est-à-dire la chirurgie de la cataracte à partir de l'âge de 58-60 ans. D'accord. Les opérations, alors on va maintenant détailler les types d'opérations possibles. Le premier type d'opération, c'est le PRK, c'est ça? Alors, les opérations dont on parle habituellement pour les défauts visuels sont les opérations au laser. Et il faut comprendre que ces lasers servent à changer la forme de la cornée pour la rendre plus plate dans le cas des myopes et plus bombée dans le cas des hypermétropes. Donc en fait, on utilise ces lasers pour sculpter la cornée en lui donnant une forme très précise qui corrige le défaut visuel de chaque patient. Concrètement, comment ça marche? Alors, on va voir ça en image. Alors, première technique. La première technique qui est la plus ancienne, ça date de 1990. On a commencé aux États-Unis. J'ai eu la chance d'être dans cette équipe à cette époque-là. Et ça consiste tout simplement à abraser avec un petit racloir mécanique la surface de l'œil. Et puis ensuite, on utilise le laser pour changer la forme de la cornée. Donc cette technique s'appelle laser excimer, PKR, PRK,
ce sont des synonymes, mais le principe est tout à fait le même, c'est de changer la forme de la cornée en la rabotant. Les petites gouttes qu'on a vues au début, c'est l'anesthésie, hein, c'est ça? Alors, c'est de l'anesthésie, ou parfois, certains chirurgiens utilisent de l'alcool pour faciliter l'abrasion de la petite couche de surface qu'on appelle l'épithélium, c'est l'équivalent de l'épiderme de la peau. D'accord. Première technique. Alors, oui, allez-y. Oui, on parlera un petit peu des avantages respectifs de chaque méthode et pourquoi on choisit l'une ou l'autre méthode en fonction des cas. Le LASIK. Alors, le LASIK, c'est une technique qui est venue par la suite, qui a été inventée par un de mes amis en Italie qui s'appelle Lucio Burato, et ça date de 1995. Et dans cette technique, on découpe une petite lamelle avec un laser qui est le laser femtoseconde. On soulève cette lamelle et on peut ensuite sculpter la surface de la cornée avec le même laser que pour le laser eximère de surface, et on repose la lamelle. L'avantage de cette lamelle, c'est qu'elle permet une cicatrisation beaucoup plus rapide, hein, typiquement en 3 heures au lieu de 3 jours. Donc là, la différence, c'est c'est plus un scalpel, enfin, c'est plus une lame, mais c'est le laser qui va venir découper la lamelle. On n'a pas vu les petites gouttes, mais on peut dire quand même aux gens qu'il y a une anesthésie. Oui, il y a une petite anesthésie, mais c'est très indolore parce que l'anesthésie locale de la cornée est très puissante. Ça marche vraiment très bien. Oui. Mais pour vous donner une comparaison extrêmement simple que les gens comprennent, la première technique, ça consiste à décaper le vernis avant de sculpter une planche. Et l'autre technique, ça consiste à enlever la petite plaque de formica avant de changer la forme. Et donc, il y a une troisième technique. Et il y a une troisième qui s'appelle Smile. Plus récente, qui date, elle, d'il y a quelques années, peut-être 8 à 9 ans, mais surtout depuis 5 ans environ. Dans le Smile, on découpe une petite lamelle à l'intérieur de la cornée. On n'ouvre pas la cornée comme dans les 2 précédentes et on retire cette petite lamelle qu'on a façonnée avec un laser. Vous voyez, on utilise une petite pince pour enlever la petite lamelle de l'intérieur de la cornée. Autrement dit, on a changé la forme de la cornée en enlevant une petite lamelle de tissu à l'intérieur, ce qui présente l'avantage de garder la surface de la cornée intacte et donc là encore une cicatrisation beaucoup plus rapide. D'accord. Les avantages et les inconvénients de chaque méthode, en fait, outre le fait qu'il y ait des méthodes plus anciennes que d'autres, est-ce que, par exemple, entre le LASIK et le Smile, il y a des réelles indications, il y a des réels avantages? Alors, c'est beaucoup une affaire de spécialistes et de préférence des chirurgiens et des patients. Alors, souvent, pour expliquer à mes patients comment on choisit, je leur donne l'exemple de quelqu'un qui veut aller à Marseille, qui peut choisir le train, l'avion ou la voiture. Les 3 moyens existent, on arrive toujours à Marseille, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes conditions de confort, de sécurité et de prix. Et de prix, vous avez raison. Alors, typiquement, le laser de surface, qu'on appelle la PKR, c'est la technique à la fois la plus robuste, la plus fiable, celle qui donne le moins d'effets secondaires et d'incidents. On peut considérer que c'est une technique où il n'y a pratiquement plus aucune complication, à part d'exceptionnels cas d'infection, mais vraiment, on parle de quelques cas sur des centaines de milliers. C'est aussi la plus ancienne, donc celle sur laquelle on a le plus de recul. On a le plus de recul, mais entre LASIK et PKR, le recul est à peu près le même. Donc c'est une technique qui est quand même moins confortable, parce qu'elle demande 3 jours de cicatrisation, pendant lesquels le patient va avoir la sensation d'avoir un aft dans l'œil. Hein, l'œil va sentir comme du sable ou même du poivre pour certains patients. C'est donc pas très confortable, on ne peut pas reprendre le travail le lendemain, on doit attendre au moins 3 ou 4 jours avant d'être opérationnel. Mais cette technique s'impose lorsque la cornée est trop fine pour faire un LASIK, donc on a un critère de forme, et c'est là l'objet du bilan préopératoire que font les chirurgiens. Et elle s'impose également lorsqu'on a une incertitude sur la solidité mécanique de la cornée. Certains patients ont des affections génétiques qui vont favoriser une déformation de la cornée à long terme. Et chez ces patients, le LASIK est formellement contre-indiqué. On va donc utiliser préférentiellement le laser de surface, c'est-à-dire la PKR. Oui. Ou Smile, parce que finalement, comme on ne va pas endommager la surface alors, de la cornée. On a cru au début que le Smile était adapté à ces patients qui avaient des cornées fines ou fragiles. Et puis on s'est rendu compte avec les années que ça n'est pas le cas, et le Smile a à peu près les mêmes indications que le LASIK. Les 2 avantages très incontestables du Smile, c'est qu'il induit une sécheresse oculaire moins importante chez les personnes plus âgées qui se font opérer. Vous voyez, à partir de 45-50 ans, on a souvent les yeux un peu secs. Et dans ce cas-là, le Smile a tendance à mieux préserver les petits nerfs de surface de la cornée, et donc la capacité de la cornée à réguler la fabrication des larmes. Et un autre avantage du Smile, c'est comme il n'y a pas d'atteinte de la surface, on peut reprendre par exemple les activités sportives très rapidement. Quelques questions rapides parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Ça fait mal? Alors, les opérations sont strictement indolores,
Après laser de surface, le patient va souffrir légèrement pendant 3 jours, parfois de façon un peu plus importante. Après SMILE et LASIK, la souffrance va être limitée aux 3 premières heures et elle n'est jamais très très intense. C'est en ambulatoire? Tout à fait. Avec une simple anesthésie par un collyre, ça suffit largement et ça se passe vraiment très très bien. On arrive, on ressort 2 heures après, hein, c'est exactement. Ça. Voilà. Précautions à prendre après l'opération ou plus tard? Comme pour toute intervention chirurgicale de l'œil, on évite de se baigner dans une piscine les 15 premiers jours, on évite le maquillage les 8 premiers jours et surtout, on évite de se frotter l'œil les 5 premiers jours. Pour cela, on donne une petite protection oculaire sous forme d'un petit cache qu'on va mettre sur l'œil avec des petits sparadraps pour dormir. Comme les chiens, on n'a pas les cornets. Oui, on pourrait, mais on n'est pas tout à fait aussi stringent. Les résultats, au bout de combien de temps on a une vue normale? Alors, les résultats sont bons. Il faut savoir que les ophtalmologistes eux-mêmes se sont fait opérer 10 à 20 fois plus que la population normale parce qu'ils sont devenus rapidement convaincus avec les années que ces techniques donnent d'excellents résultats en toute sécurité pour la majorité des indications. Dans la majorité des cas, plus besoin de porter de lunettes? Plus besoin de porter des lunettes, sauf à l'âge où on approche de la presbytie et où finalement la chirurgie de la presbytie, qui ressemble à ce qu'on a dit, va nécessiter un compromis entre vision de loin et vision de près qui n'exclut pas toujours la possibilité de porter des petites lunettes complémentaires de temps en temps. Est-ce que, alors la vue, vous venez de l'évoquer, évolue, est-ce qu'on peut se faire réopérer? On peut parfaitement faire ce qu'on appelle des retouches, soit parce que la vue a changé, soit parce que la presbytie est arrivée. Alors, il y a beaucoup de techniques. Donc le myope qui a eu un LASIK et qui devient presbyte, il peut retourner vous voir et se faire opérer. Il peut se faire retoucher à l'âge de la presbytie et il pourra parfaitement par la suite être opéré de la cataracte comme tout le monde vers 60 ou 70 ans. Voilà. Ça, c'est les opérations LASIK. Il y a d'autres techniques aussi. Alors, il y a des implants, je crois. Une fois sur 10, on ne peut pas faire de laser parce que la cornée ne présente pas l'épaisseur suffisante ou parce que la myopie est trop forte. Ou parce que le patient est trop âgé. À partir de 58-60 ans, on change notre fusil d'épaule et on s'oriente plutôt vers des chirurgies avec des implants. Alors, on a déjà parlé des implants dans une émission précédente, mais il est bien de dire que ces implants sont très efficaces pour les forts myopes, très efficaces pour les presbytes. Donc, typiquement, une myopie de plus de 8 dioptries, ce sont la puissance des verres de lunettes qu'on met, ou la puissance des lentilles, va mieux bénéficier d'un implant que d'un laser aujourd'hui, parce que les implants sont plus efficaces dans cette indication. En quelques secondes, puisqu'on est vraiment à la fin de l'émission, tout ça c'est cher. Mais finalement, est-ce que c'est plus cher que de porter des lunettes et de les changer? Économiquement, les patients rentrent dans leurs frais en 3-4 ans par l'économie qu'ils font sur les lunettes et les lentilles. On peut dire que le budget moyen pour ce type de chirurgie est aux alentours de 3 000 €. Pour les 2 yeux, tout inclus. D'accord. Écoutez, docteur Michele Assouline, merci de nous avoir aidés à y voir plus clair, c'est le cas de le dire, sur la vue, sur toutes ces opérations et sur toutes les techniques. Et surtout, on a vu qu'il y avait beaucoup de solutions aujourd'hui qui existaient, qui étaient des solutions indolores, sur lesquelles on a beaucoup de recul et sur lesquelles il y a finalement des risques très marginaux. Assez minimaux. On a fait plus de 60 millions d'yeux dans le monde, donc on peut dire que ce sont des techniques tout à fait acceptables maintenant. Voilà, merci. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé et d'ici là, portez-vous bien.